soir, alors que j'allais lire une histoire à mes enfants avant de les mettre au lit, j'attrape le magazine auquel ils sont abonnés par leur grand-mère et qu'ils adorent, et qui s'appelle Pirouette. Et à ma grande joie, je vois que le dossier éducatif du mois de Pirouette est consacré à qui a inventé l'argent. Alors je me dis, oh bah chouette, ça va me donner l'occasion de voir comment est-ce qu'ils expliquent ça aux enfants, et puis de discuter avec eux. Donc on commence, et là on leur dit d'abord qu'avant l'apparition de la monnaie, eh bien, il y avait le troc. Ensuite que les rois ont frappé des pièces de monnaie, et que depuis, ce sont les pays qui fabriquent les pièces et les billets. Et là je me dis, oh, trois idées fausses. Alors je me dis, bon, il serait peut-être temps de rétablir un certain nombre de fausses vérités qui continuent à être véhiculées comme ça sur la monnaie. Et c'est ce que je vous propose de faire dans le temps que nous avons à partager ensemble. Alors avant de commencer, je vais juste faire une petite parenthèse qui est que ici, je vais utiliser de la même manière les mots argent et monnaie, alors qu'il y a des livres entiers qui discutent des différences subtiles entre les deux termes, mais je ne vais pas me lancer là-dedans aujourd'hui, et je vais considérer simplement qu'ils sont synonymes. Alors pour éclairer un petit peu les choses sur la monnaie, parce que les fausses idées ne nous permettent pas du tout de comprendre comment fonctionne le système à l'heure actuelle, je vous propose de regarder ça à travers le prisme de trois questions. La première, c'est à quoi nous sert la monnaie? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Quel service elle nous rend? Et quelle forme elle prend pour nous rendre ces services? Ensuite, qui est habilité à la créer dans notre économie? Et puis enfin, est-ce que le système dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, il est immuable, ou est-ce qu'on peut éventuellement faire autrement? Alors je vais commencer sur le premier point, et le philosophe grec Aristote, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, nous dit que la monnaie elle nous sert essentiellement à faire trois choses. La première, c'est qu'elle nous permet d'échanger des biens et des services plus facilement entre nous, puisqu'elle est échangeable contre n'importe quoi d'autre. La seconde, c'est que c'est une unité de compte, c'est-à-dire que ça nous permet de valoriser toutes les choses qu'on s'échange sur la même base, avec la même mesure, ce qui fait qu'on peut comparer les valeurs entre elles, et puis éventuellement les additionner, les soustraire, etc. La troisième, c'est une réserve de valeur, donc la monnaie qu'on a nous permet de peut-être pas tout utiliser tout de suite, et d'en garder une partie pour l'utiliser plus tard quand on en aura vraiment besoin. Alors, à l'heure actuelle, pour faire toutes ces choses, on a une seule unité de compte qui est l'euro, mais qui se décline en fait sous deux formes distinctes, qui sont d'un côté ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui sont tout simplement les pièces et les billets que nous avons dans nos poches, dans nos porte-monnaies, donc c'est une monnaie matérielle, c'est un objet. Et puis de l'autre, nous avons la monnaie qu'on dit scripturale, qui vient de scribere, écrire, et qui est de la monnaie qui est sous forme tout simplement de chiffres qui apparaissent sur des livres de comptes, qui sont nos comptes en banque. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est à votre avis, laquelle de ces deux formes est apparue la première dans l'histoire de la civilisation humaine? En général, vous allez peut-être avoir tendance à me répondre que ce sont les pièces. Alors que finalement, maintenant on le sait, 3000 avant Jésus-Christ, chez les Sumères, en Mésopotamie, on retrouve déjà des tablettes d'argile qui comptabilisent des échanges entre des individus qui sont valorisés sur la même unité de compte, qui est le cycle, et qui est donc une monnaie. Et on a déjà des crédits, des emprunts et même des taux d'intérêt. Donc clairement, dans l'histoire humaine, c'est la monnaie en fait scripturale qui apparaît avant les pièces, qui elles, effectivement, seront frappées uniquement au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors à l'heure actuelle, vous voyez, on a ces deux formes-là de monnaie qui cohabitent. Et à votre avis, laquelle de ces deux formes de monnaie est la plus présente dans nos vies? Là, je pense que je vais surprendre personne en disant que, de manière évidente, c'est la monnaie scripturale. Nous n'utilisons plus que moins de 10% en fait, de tout l'argent qui circule sous forme de pièces et de billets, et tout le reste, ce sont simplement des chiffres qui apparaissent sur nos comptes en banque. Donc la monnaie complètement dématérialisée. Alors, j'en viens maintenant à ma deuxième question, c'est qui est-ce qui crée ces formes monétaires que nous utilisons tous les jours à l'heure actuelle? Eh bien, là aussi, si je commence à parler de la monnaie fiduciaire, si vous aussi vous avez lu Pirouette, peut-être vous allez me répondre, bon, les pièces et les billets, ce sont les pays
ce qui ne veut pas dire grand-chose. On peut dire, ok, il voulait dire peut-être les États, mais ce n'est pas lui. Non, non, ce ne sont pas les États ni les pays, mais ce sont les banques centrales qui sont à l'heure actuelle en charge simplement de la fabrication des pièces et des billets. Ce ne sont pas forcément les banques centrales qui décident quel nombre de pièces et de billets vont circuler dans notre économie. Tout simplement parce que si on regarde un peu nos comportements, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut des pièces et des billets, il faut qu'au préalable, nous nous rendions à un guichet de banque ou un distributeur de billets pour finalement transformer ces chiffres qui sont dématérialisés sur nos comptes en banque pour en fait les transformer en pièces et en billets. Donc l'élément fondamental dans notre vie, finalement, c'est cette monnaie qui est complètement dématérialisée et sous forme de chiffres sur des comptes en banque. Alors, qui est-ce qui les fait apparaître comme par magie, ces chiffres qui peuvent circuler entre nous à travers des virements bancaires ou des cartes bleues ou des chéquiers? Eh bien, ce sont les banques commerciales. Alors là aussi, c'est peut-être pas l'image que vous avez. Et je vais expliquer un petit peu finalement ce que font les banques commerciales dans une économie. D'un côté, les banques commerciales, elles gèrent l'argent que nous leur confions. Et avec ça, il ne faut pas croire que les banques, elles les laissent dormir sur des comptes. Non, au contraire, les banques, l'argent qu'on leur confie, elles vont les placer et elles vont gagner de l'argent avec. Donc elles vont acheter des actions, des obligations, des choses comme ça. Elles vont donc percevoir des taux d'intérêt à travers ces placements. Et éventuellement, si l'argent, nous, on l'a sur des comptes rémunérés, elles vont nous restituer une partie de l'argent qu'elles gagnent avec notre argent, en gros. Et puis, de l'autre côté, ce que font les banques, c'est qu'elles vont financer l'économie. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire? L'idée, qu'en fait, il y a dans l'économie des États, des citoyens, des entreprises qui ont besoin d'argent pour mettre en place des projets, investir, s'acheter quelque chose qui est plus cher que l'argent qu'elles possèdent en épargne, etc. Alors souvent, l'impression qu'on a, c'est que ce que vont faire simplement les banques, c'est collecter l'épargne d'un côté, qu'elles gèrent, et puis hop, les transférer à ceux qui en ont besoin. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a en fait une séparation. Et ce que font les banques, alors je vais prendre un exemple simple qui vous est peut-être tous arrivé, quasiment à tous dans votre vie, c'est vous avez vu la maison de vos rêves, il vous faut 200 000 € et vous ne les avez pas. Donc vous allez voir votre conseiller financier. Et à votre conseiller financier, vous allez essayer de le convaincre que vous allez gagner autant, voire plus d'argent dans le futur, pour qu'il vous accorde un crédit du montant de 200 000 €. Eh bien, si le conseiller financier croit à votre histoire, et là c'est assez amusant de voir qu'en fait, crédit vient de créance, qui lui-même vient de croyance. Donc, si le conseiller financier vous croit, il vous donne du crédit, eh bien, il va tout simplement prendre son clavier et faire apparaître les 200 000 € sur votre compte de dépôt, sur votre compte en banque. Voilà comment ça se passe concrètement. Et par contre, en échange, évidemment, il va vous demander de signer une reconnaissance de dette. Donc, vous êtes endetté auprès de la banque pour 200 000 €, une valeur de 200 000 €. Plus des intérêts, évidemment. Et donc, quand vous allez rembourser petit à petit votre crédit, ce qui va se passer, c'est que l'argent qui a été, la valeur de l'argent qui a été émis au départ pour vous, eh bien, petit à petit, il est détruit, en fait. Donc, il apparaît comme ça en plus dans l'économie. Les 200 000 €, je le répète, avant, ils n'existaient pas dans cette économie. Et donc, quand vous remboursez, vous détruisez cet argent. Donc ces 200 000 €, ils vont partir chez l'ancien propriétaire du logement que vous voulez acquérir. Et puis lui aussi, peut-être qu'il va solder une partie de crédit. Donc il va détruire une partie de l'argent qui avait été créé initialement pour lui, pour acheter cette maison. Et puis le reste, peut-être qu'il va s'acheter, je ne sais pas, une voiture, un nouvel appartement, etc. Donc il va la faire circuler dans l'économie. Si on comprend ça, il y a quelque chose de fondamental, je pense, qui se passe dans nos esprits, et qui est que tout l'argent circule. Et je dis bien tout, c'est-à-dire n'importe quel euro sous forme de pièces, de billets, chaque centime que vous possédez sur un compte en banque, c'est la dette de quelqu'un. C'est-à-dire un capital qui n'a pas fini d'être remboursé, plus évidemment des intérêts qui, eux, ne sont pas détruits au cours du remboursement.
Donc en gros, l'argent c'est de la dette. S'il n'y a plus de dette, il n'y a plus d'argent. Et donc si on veut plus d'argent dans l'économie, il faut nécessairement qu'il y ait des agents qui soient plus endettés. Est-ce que ça ne change pas fondamentalement la vision qu'on a de qu'est-ce que la dette et quelle est l'utilité sociale de la dette? Donc maintenant, vous me direz, OK, ce sont les banques commerciales, alors on leur a laissé le monopole là-dessus. Hein. Elles ont la main totale sur la création monétaire. Et comment elles circulent, puisqu'après, c'est eux qui décident aussi des placements, etc. Alors, quel est le problème? Le problème, le voilà, le constat. Alors, ces chiffres, évidemment, ils sont controversés, il y a plein de façons de les calculer différentes, etc. Je ne rentre pas non plus dans les débats. Mais en gros, on se rend compte qu'il y a un tout petit pourcentage maintenant de l'argent qui est créé, qui circule vraiment dans l'économie qu'on appelle réelle, c'est-à-dire vraiment de l'argent qui sert à la consommation, à la production, à l'investissement, qui crée de l'emploi, etc. Et tout le reste, ça sert à l'accumulation de richesses, à travers notamment la spéculation, le fait d'acheter des actions qui prennent de la valeur. Et vous voyez, c'est une sorte d'augmentation qui est complètement artificielle et qui nous échappe, c'est-à-dire la monnaie s'en va de l'économie réelle pour aller dans le financier. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la monnaie avec laquelle vos salaires sont payés, c'est la même qui sert de jeton de casino sur les marchés. Et il est là le problème. Alors du coup, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire? On a l'impression, n'est-ce pas, que ça a toujours été comme ça et qu'on n'a toujours eu qu'une seule monnaie. Ça nous semble tellement plus simple, hein, tellement plus évident. Mais ça, c'est faux aussi. Parce que quand on fait appel à l'histoire, il se trouve qu'il y a des tas de périodes historiques pendant lesquelles il y avait plusieurs monnaies qui circulaient et qui servaient à des choses différentes. Là non plus, je ne vais pas détailler, mais en gros, vous avez plein de périodes. Au Moyen-Âge, en Occident, on avait différentes monnaies, souvent d'ailleurs des monnaies réservées au peuple, hein, qui circulaient, qui faisaient les petits échanges entre eux, même de la monnaie sous forme de compte. Et puis des monnaies frappées voilà, en pièces précieuses et qui servaient plutôt au commerce lointain, aux échanges en tout cas avec les entre guillemets étrangers. Et parce que je reviens ici sur mes 3 fonctions de la monnaie chez Aristote, qui a dit que tout ça, ça devait être fait avec la même chose, la même monnaie? Mais personne. Mais personne. Et on a des tas d'exemples historiques où ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, signe que les temps commencent à changer, c'est que depuis les années 2000, on voit apparaître dans le monde des tas de formes monétaires différentes. Il y en a des milliers, entre 3000 et 4000 qui circulent à l'heure actuelle et qui visent à faire des choses différentes avec la monnaie. Je vais me concentrer ici sur un type de monnaie particulier qu'on appelle les monnaies locales complémentaires. Ces monnaies locales complémentaires, elles sont une quarantaine à circuler en France. Ce sont des monnaies qui sont gérées par des citoyens, pour des citoyens, et qui visent à remplir une seule fonction de la monnaie, qui est le moyen d'échange. Donc partant du constat que tout nous échappe et que tout part à la finance, on manque cruellement, nous, de moyens d'échange dans l'économie. Et ces monnaies-là de citoyens, elles visent voilà, à rétablir ça et à redonner de la liquidité dans notre économie. Alors comment on fait? Eh bien tout simplement, ces monnaies sont basées sur le fait que vous pouvez transférer vos monnaies standards, donc les euros, en une monnaie papier qui ne va circuler que sur un territoire déterminé et que dans un champ de producteurs ou de commerçants qui achètent essentiellement local, etc. C'est-à-dire qu'on s'assure que l'argent ne repart pas, notamment sur les grands marchés financiers ou à l'international, et qu'il reste pour développer et dynamiser l'économie locale. Nous avons la chance, depuis le 17 janvier 2015, d'avoir une de ces monnaies qui circulent sur notre territoire du Puy-de-Dôme. Elle s'appelle la Doum, elle est gérée par l'association ADML 63 et qui se font un plaisir de répondre à toutes vos questions et éventuellement de prendre votre adhésion pour que pour la première fois peut-être dans vos mains, vous fassiez l'expérience de tenir des billets qui sont des billets citoyens et non pas une monnaie créée par des banques privées. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des tas de projets qui sont en train d'émerger dans le monde et des projets qui imaginent même des nouvelles fonctions à la monnaie. Je vais prendre simplement un exemple que je trouve assez frappant. C'est encore que sous forme de projet.
Ça s'appelle le saber au Brésil. L'objectif du saber, c'est de faciliter l'entraide dans l'éducation pour les élèves brésiliens. Alors comment ça marche? C'est que chaque petit écolier brésilien recevrait à son entrée à l'école un petit pactole, un petit montant de saber qu'il pourrait utiliser pour payer les élèves des cours plus avancés pour l'aider à faire ses devoirs, à apprendre ses leçons, etc. Et puis donc ces sabers circuleraient comme ça tout au long du parcours scolaire. Et arrivé en fin de cycle, c'est-à-dire l'équivalent de notre baccalauréat, eh bien, les élèves qui auraient accumulé assez de sabers pourraient s'en servir pour payer leur entrée, leur inscription, tout ou partie, à l'université. Alors évidemment, le nombre d'utilisateurs de monnaies non bancaires dans le monde sont encore très restreints, et puis les montants échangés sont très faibles. Mais il me semble que par leur seule existence, ces monnaies non bancaires nous montrent que oui, on peut faire autrement, bien évidemment qu'on peut faire autrement. Mais pour ça, et pour que ça prenne, il faut que les idées fausses sur la monnaie cessent d'être véhiculées. Alors si je vous ai touché là par mon discours, j'espère que vous-même, vous serez maintenant en capacité peut-être de redresser un certain nombre d'idées fausses que vous voyez passer autour de vous. Et puis, je voulais finir sur le fait que Aristote a dit quelque chose d'autre, qui est vraiment quasiment jamais repris dans les manuels. Il a dit « La monnaie est une convention sociale. Elle est ce que les êtres humains décident qu'elle est. Il est temps que nous décidions ce que nous voulons que la monnaie soit. » Merci. Merci beaucoup.